Après le dîner familial, j'avais oublié mon téléphone sur la table. Quand je suis revenue sur mes pas, la serveuse a verrouillé la porte du salon privé m'a dit « Restez silencieuse, je vais vous montrer les images de la caméra au-dessus de votre table. Promettez-moi de ne pas défaillir. » Ce que mon propre fils faisait sur cette vidéo m'a fait tomber à genoux. Chers auditeurs, avant de plonger dans ce récit bouleversant, je vous demande une petite faveur. Si vous appréciez les histoires de vie authentiques, abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous aussi en commentaire depuis quel pays vous nous écoutez. Cela me réchauffe le cœur de voir notre communauté grandir. Ce dîner au Schlosshotel Berlin aurait dû être une célébration, il avait pour moi le goût des cendres. Nous étions installés dans cette salle au plafond vertigineux, là où le murmure des conversations mondaines se font habituellement en un bruit de fond apaisant. Mais ce soir-là, chaque tintement de fourchette m'agressait l'oreille. Sur la table trônaient des mets exquis, magrets de canard aux érelles, risotto à la truffe noire, flacons de vin rubis. Tout était splendide, pour moi, ce n'était qu'un décor sans âme. Je suis Clara Valmont. Un nom que l'on prononce avec révérence dans le monde de la haute parfumerie. Ma vie entière a été une symphonie olfactive. J'étais capable de décomposer l'odeur d'une pluie d'été en 7 composants chimiques distincts. Je pouvais identifier l'année de récolte d'un jasmin à une seule goutte d'essence sur une touche de papier. Mon nez était mon outil, mon don, ma bénédiction, mon empire. Mais depuis des mois, là où régnait autrefois une harmonie de senteurs, il n'y avait plus qu'un silence sourd oppressant. Je fixais mon verre de vin. Je savais qu'il devait exhaler des notes de cassis, de chêne et de terre humide. Je ne sentais rien. Seul un vague effluve éthéré perçait l'obstruction qui me tourmentait. Un vertige m'envahit. Le monde semblait perdre de sa netteté, comme si quelqu'un avait déréglé la focale de ma réalité. « Maman, tu es encore toute pâle. » La voix de mon fils, Julien, était douce, presque caressante. Il se pencha vers moi avec cette sollicitude feinte qui est la monnaie courante de la haute société. « Tu travailles trop au laboratoire. Pourquoi continuer? Tu as déjà tout prouvé au monde entier. » À ses côtés siégeait Béatrice, son épouse. Elle portait une robe vert émeraude qui soulignait une silhouette agressive, et trop d'or autour du cou. Elle opina du chef, ses lèvres s'étirant en un sourire de commisération. « Julien a raison, Madame Valmont, » ajouta-t-elle d'une voix sucrée comme un fruit trop mûr. « Nous voyons bien combien cela vous coûte. Ces malaises, cette perte de vos facultés, c'est le poids des ans. La nature réclame ses droits. Pourquoi lutter? Signez cette procuration. Confiez la gestion à Julien. Nous vous trouverons une villa sur la côte balte, vous respirez l'air marin. Respirez l'air marin. Quelle ironie cruelle. Si je ne pouvais même plus sentir l'arôme de mon café le matin, que m'importait l'odeur de l'océan. Je regardais Julien. Dans ses yeux, si semblables à ceux de son père disparu, je cherchais un appui, je n'y vis qu'une attente impatiente. Il était mon unique héritier. J'avais bâti cet empire pour lui, sacrifiant mes nuits, mes week-ends et ma vie privée devant des cornues des alambics pour lui assurer un avenir de prince. Et maintenant, on me traitait comme un mécanisme obsolète que l'on envoie à la casse. Peut-être avez-vous raison, murmurai-je, ma voix semblant venir du fond de l'eau. Mon dernier parfum était plat, sans vie. J'ai perdu mon flair. Très bien. Je signerai les documents la semaine prochaine. Préparez tout. Le visage de Béatrice s'éclaira d'une joie prédatrice qu'elle camoufla aussitôt derrière un masque de fausse inquiétude. Julien expira longuement, ses épaules se détendant. C'est la décision la plus sage, maman. Nous prendrons soin de la maison Valmont. Elle prospérera. Le dîner s'acheva rapidement. Je n'avais presque rien touché. Je prétextai une immense fatigue me lever, sentant le sol osciller sous mes pas. Julien proposa de m'escorter jusqu'au taxi, je déclinai, affirmant avoir besoin d'air frais. Ils restèrent pour finir le vin, célébrant leur victoire feutrée. Je sortis du palais, l'air de la nuit berlinoise me parut vide. Pas d'odeur de tilleul, pas d'effluve de bitume mouillé. Rien. Ce sentiment d'incomplétude m'écrasait. Je cherchais mon téléphone dans mon sac pour commander une voiture, mes doigts ne rencontrèrent que la doublure de cuir. Je l'avais laissée sur la table. En soupirant, je fis demi-tour. Le restaurant était presque désert. Le silence y était irréel. C'est alors que Léa surgit de la pénombre, la jeune serveuse qui s'était occupée de nous. Je me souvenais de ses yeux,
triste, intelligent, qui semblait déplacé dans ce décor de luxe. Elle ne souriait plus. Elle était livide. Elle m'attrapa par la manche, m'entraîna vers les couloirs de service, verrouillant la porte derrière nous. Léa, que se passe-t-il? Silence, Madame Valmont. Je sais qui vous êtes. J'ai lu des articles sur votre parcours. Ce qui se passe à cette table, ce n'est pas une famille. Elle m'emmena dans un minuscule local de stockage rempli de cartons de serviettes. Sur une table brillait l'écran du système de surveillance. Regardez ceci. Et promettez-moi de ne pas vous évanouir, car après ce que vous avez ingéré, ce serait compréhensible. Le froid qui m'envahit n'avait rien à voir avec la climatisation. Que avais-je ingéré? Léa pressa quelques touches. L'écran afficha une séquence noire et blanc datée de 20 minutes plus tôt. Je me vis me lever pour quitter la table. Julien et Béatrice restaient seuls. Dès que ma silhouette quitta le champ de la caméra, l'attitude de Julien changea radicalement. Sa sollicitude disparut, remplacée par une vigilance de voleur. Il scruta les environs, puis tira de la poche intérieure de sa veste une petite ampoule translucide. Ce n'était pas un médicament de pharmacie, une fiole de laboratoire. Avec une précision chirurgicale, tandis que Béatrice faisait écran, il versa le contenu incolore dans mon verre de vin. Celui-là même dont j'avais bu une gorgée à mon retour. Je me cramponnai au rebord de la table. Mon propre fils. Mon sang. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Sur l'écran, Julien se mit à m'imiter. Il courba le dos, ses membres se mirent à trembler de façon grotesque, parodiant ma faiblesse, mes vertiges. Béatrice éclata de rire, essuyant des larmes de joie avec sa serviette. C'était du mépris pur. Il ne s'inquiétait pas pour ma santé. Il savourait ma déchéance, une déchéance qu'ils provoquaient eux-mêmes. « Mettez le son », demandai-je d'une voix de glace. Léa tourna une molette. Le brouhaha du restaurant remplit la pièce. « Elle croit que c'est l'âge », résonna la voix de Julien, saturée de suffisance. Encore quelques doses, elle oubliera même l'odeur d'une rose. « Et si elle refuse de signer ?» demanda Béatrice d'un ton capricieux. Julien fit tourner son verre vide. « Elle signera. Elle n'a plus le choix. Elle pleure parce qu'elle perd son don, la plaisanterie, c'est qu'elle perd sa boîte sans même s'en douter. D'ici vendredi, nous mettrons du nettoyant pour sol dans ces flacons de cristal. Ce contrat avec le géant de la chimie nous rendra plus riches que ses parfums en 30 ans. Qu'elle sente le chlore, de toute façon, elle ne fait plus la différence. » Mes genoux cédèrent, je m'effondrai sur le linoléum poussiéreux. Ce n'était pas une défaillance physique, l'impact dévastateur de la vérité. Mon fils, celui à qui j'avais appris à distinguer le lilas du muguet, me neutralisait pour brader l'œuvre de ma vie à des industriels de la chimie bas de gamme. Des larmes brûlantes, amères inondèrent mon visage. Léa s'accroupit près de moi, n'osant me toucher. « Madame Valmont, dois-je appeler une ambulance ?» J'aspirai une grande goulée d'air, cet air poussiéreux du local. Soudain, une pensée cristalline perça le voile de ma douleur. Mon odorat. Je ne l'avais pas perdu à cause de l'âge. Ma nature ne m'avait pas trahi. J'étais victime d'une administration méthodique de substances destinées à bloquer mes récepteurs. Je redressai la tête. Mes larmes séchèrent instantanément, remplacées par une froideur professionnelle. Cette même froideur avec laquelle je stabilisais les essences les plus volatiles. Je me levai. « Merci, Léa. Tu m'as sauvé la vie. » Je sortis une liasse de billets de mon sac, la lui tendis. « Ce n'est pas pour ton silence, pour ton courage. Garde le secret. Si on te questionne, je n'ai fait que récupérer mon téléphone. » Je sortis par l'issue de secours. La nuit était fraîche, pour la première fois, je savais que je n'étais pas malade. J'étais empoisonnée, c'était réversible. Je ne rentrais pas chez moi en vieille femme brisée, en général de guerre préparant sa contre-offensive. La demeure était silencieuse à mon arrivée. Julien et Béatrice devaient fêter leur victoire quelque part en ville. Je ne montais pas dans ma chambre. J'allais directement dans mon sanctuaire, mon laboratoire privé, situé dans l'aile ancienne du domaine. Ici, l'air sentait comme mon monde devait sentir, herbes séchées, alcool pur, cire d'abeille et ce parfum subtil de bois séculaire. Je verrouillai la porte. J'ôtai mon foulard de soie. Lors du dîner, alors qu'un vertige m'avait fait tousser, une goutte de vin était tombée sur le tissu. Cette petite tache pourpre était ma preuve. J'allumai la lumière du plan de travail.
Mes mains, qui tremblaient 1 heure plus tôt, retrouvèrent leur précision chirurgicale. Je découpai le morceau de soie tachée, le plaçai dans une éprouvette avec un solvant, lançai la centrifugeuse. Le ronronnement de la machine m'apaisa. C'était de la science. Ici, pas de place pour l'émotion. Une demi-heure plus tard, les résultats de la chromatographie tombèrent. Les courbes sur l'écran étaient explicites. Il s'agissait d'un alcaloïde synthétique complexe, un inhibiteur puissant des terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale. Il ne détruisait pas l'odorat de façon permanente, le neutralisait en provoquant un édème localisé, une atrophie temporaire. Mais le point crucial était sa demi-vie. Il était éliminé par l'organisme en 48 heures si l'apport cessait. Je souris amèrement. Julien était un médiocre, même dans le crime. Il utilisait une substance réversible, pensant que je capitulerais avant de comprendre. Ma tristesse s'était muée en une résolution de diamant. Ils voulaient voir une vieille femme impotente? Ils allaient être servis. Je jouerais ce rôle avec une perfection qui ferait applaudir le plus grand tragédien. Au matin, j'appelai mon fils. Je fis exprès de rendre ma voix chevrotante faible. Julien, mon fils, je ne me sens pas bien. Je me suis réveillée, j'ai préparé mon café, je ne sens rien. Pas même l'amertume. C'est fini, Julien. Tout est fini. Au bout du fil, je sentais son sourire radieux. Allons, maman, ne pleure pas. C'était inévitable. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude, gémis-je avec une conviction totale. Apporte les documents aujourd'hui. Je ne veux pas attendre la semaine prochaine. Prends tout. Je veux juste partir loin. Bien sûr, maman. Béatrice, moi serons là après le déjeuner. Repose-toi. Ne pense à rien. Je raccrochai, jetai le téléphone sur le sofa. Le premier pion était déplacé. En accélérant les événements, je le privais de temps de réflexion. Il agirait dans la précipitation, enivré par la facilité de sa victoire. Maintenant, je devais purifier mon corps. Je savais quoi faire. Je sortis du coffre-fort du labo un vieil inhalateur. Je préparai une infusion extrêmement concentrée d'eucalyptus, de menthe poivrée, de millepertuis, un mélange capable de décongestionner n'importe quelle cellule. J'aspirai les vapeurs, sentant l'humidité brûlante envahir mes poumons, commencer à drainer les toxines. Mais le plus important était la nourriture. Je ne pouvais plus rien ingérer venant de ma propre cuisine. Si Julien m'avait empoisonné au restaurant, il avait sans doute accès à mes réserves. J'allai dans la cuisine avec un grand sac poubelle. J'ouvris les placards balayés tous sans pitié. Céréales, thé, épices, bouteilles d'huile ouverte. Mon regard s'arrêta sur l'étagère des compléments alimentaires que Julien m'avait offert un mois plus tôt. Pour ton immunité, maman, m'avait-il dit. Des flacons élégants de vitamines, d'extraits de plantes. J'ouvris l'un des flacons, versai une capsule dans ma main. À première vue, tout semblait normal. Mais en grattant le bord de l'étiquette avec mon ongle, je vis qu'elle se décollait trop facilement. Elle était superposée à une autre. J'arrachai le papier. Sous le nom rassurant de Force de la Nature se cachait un autre logo. Minimaliste, rouge et noir. Je reconnus la marque de la firme Aromawelt, une filiale du géant de la chimie contre lequel je me battais depuis 10 ans pour préserver la pureté de l'industrie. Le pire restait à venir. Au fond du placard, derrière des bocaux de conserve, je dénichai une petite boîte en carton. Je la tirai à la lumière. À l'intérieur reposaient des ampoules identiques à celles utilisées par Julien au restaurant. Sur le verre était gravée une mention minuscule. Propriété du laboratoire Gemicorp, échantillon numéro 45. Interdit à la vente. Le monde vacilla de nouveau. Julien n'avait pas simplement acheté ce produit au marché noir. Il était en lien direct avec mes pires ennemis. Il lui avait fourni l'arme pour neutraliser sa propre mère. C'était une conspiration. Ils n'attendaient pas ma retraite. Ils organisaient ma liquidation sensorielle par les mains de mon propre fils. Je jetai l'intégralité de la nourriture dans le conteneur extérieur. Je retournai au laboratoire, ouvris mon armoire de secours. Des conserves scellées, des biscuits de l'eau minérale que je gardais pour les longues périodes d'expérimentation. Je mangeai un biscuit sec, bus de l'eau d'une bouteille encapsulée. Très bien, dis-je dans le silence du labo. Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. Je me replongeai dans l'inhalateur. Je devais retrouver mon nez.
Il me restait 4 heures avant leur arrivée. À 14 heures précises, le crissement du gravier annonça l'arrivée de leur SUV de luxe. Je les observais derrière le voilage du salon, m'assurant que ma respiration restait calme. Julien descendit le premier, ajustant sa veste. Il dégageait une assurance de propriétaire qui me fit tressaillir. Béatrice suivit, portant un large carton de pâtisserie entouré d'un ruban écarlate. Il ne venait pas en inviter, en conquérant venant recevoir une reddition. Je m'installai rapidement dans mon fauteuil, un vieux châle de laine sur les épaules. Je me tassai sur moi-même, rendant mon visage atone et égaré. Quand la porte s'ouvrit, je ne tournai pas la tête immédiatement. « Maman, nous sommes là !» tonna la voix de Julien, comme s'il s'adressait à une personne sourde. Je sursautai, simulant une peur soudaine. « Julien ? C'est toi ?» Je m'étais assoupie. Béatrice s'approcha, son parfum entêtant m'agressant les sens, un effluve à la mode, intrusif et totalement dénué de subtilité. « Madame Valmont, nous vous avons apporté un gâteau. Votre préféré, une forêt noire. Pour fêter votre nouveau départ. » Elle posa le carton sur la table basse. « Merci, ma chère, l'allez-je. » Mes mains tremblèrent quand je tentai de saisir le carton. Mais, je ne sens aucune odeur de chocolat. Jadis, je savais si un gâteau était frais rien qu'en ouvrant la porte. « Ça ne fait rien, maman », l'interrompit Julien avec impatience en tapotant sa sacoche de documents contre sa jambe. « Le goût reste. Nous allons vite aller en cuisine, prendre un couteau de l'eau. Regarde déjà les papiers. Le stylo est là. » Ils échangèrent un regard, quittèrent la pièce. J'entendis leurs rires étouffés s'éloigner vers la cuisine. Dès que la porte fut close, ma fragilité s'évapora. Je n'avais pas perdu mes facultés. J'ouvris le carton. La crème du gâteau avait un éclat blanc artificiel, presque suspect. Je sortis un minuscule récipient stérile de ma poche, prélevai une fine couche de glaçage, la dissimulai sous mon châle. Puis, je saisis le gâteau, me précipitai vers la salle de bain attenante. Je vidai le tout dans les toilettes, tirai la chasse. Le fracas de l'eau remporta la masse sucrée. De retour au salon, j'étalai quelques miettes sur mon assiette, sur mon châle, comme si j'avais mangé de façon désordonnée. Quand ils revinrent avec le couteau, une carafe d'eau, je siégeais dans la même pose, avec une expression de dégoût profond. « Déjà fini, maman ?» s'étonna Béatrice. Je repoussai l'assiette, manquant de la renverser. « C'est infect ?» m'écriai-je d'une voix plaintive. « Ça sent le caoutchouc brûlé. Ma bouche est pleine de plastique. Voulez-vous m'empoisonner ou est-ce mon nez qui devient fou? Je ne sens que l'odeur du brûlé, partout. » Je les vis se détendre. Mon délire s'intégrait parfaitement à leur plan. Pour eux, le cerveau de la vieille parfumeuse était en train de sombrer dans des hallucinations sensorielles. « Calme-toi, maman, » dit Julien en ouvrant la sacoche. « Ce ne sont que tes nerfs. Signe ces papiers, nous partirons. Tu vas te reposer, le médecin passera demain. » Il me tendit un stylo de prix. Ma main tremblait si fort que le capuchon tomba au sol. « Oui, bien sûr. » murmurai-je en me penchant sur la table. À côté des documents se trouvait un vase de cristal massif rempli de fleurs d'eau. Je fis mine d'avoir un spasme, un geste brusque, maladroit de l'avant-bras. Le vase bascula. 1 litre d'eau se déversa directement sur les actes notariés. L'encre des sceaux se mit à baver instantanément. Le papier devint inutilisable, gondolé, trempé. « Oh mon Dieu !» m'écriai-je en reculant. « Mes mains, mes pauvres vieilles mains !» « Julien, pardonne-moi, je suis si maladroite. » Julien resta pétrifié, fixant la procuration ruinée. Son visage vira au cramoisi. « Maman !» hurla-t-il. « Merde ! Tu as bousillé tous les timbres officiels. C'est nul. »« Pardon, mon fils, pardon !» dis-je en tentant d'essuyer l'eau avec mon châle, ce qui ne fit qu'empirer les taches. « Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai des vertiges. » Julien arracha les feuilles mouillées. « C'est bon, ça suffit. C'est juste du papier. On en réimprimera d'autres. Mais le notaire est fermé aujourd'hui. »« Après-demain, » dis-je rapidement en le regardant avec des yeux suppliants. « Après-demain, c'est la réunion du conseil de surveillance. Tu as dit que tout le monde serait là. Je signerai là-bas, devant tout le monde. Pour que ce soit solennel. Pour que chacun voie que je te confie les rênes de mon plein gré.
Ce serait beau, non? Julien échangea un regard avec Béatrice. Dans leurs yeux, je lus de l'agacement, aussi un calcul rapide. Une passation de pouvoir public serait inattaquable juridiquement. Personne ne pourrait contester la signature plus tard. Très bien, maman, concéda-t-il entre ses dents. Vendredi, au conseil. Mais d'ici là, tu restes ici, tu prends tes gouttes. Bien sûr, mon fils. Je serai très sage. Ils ne s'attardèrent pas. Julien affirma avoir un appel urgent, gagna le jardin. Je restai au salon, sous le regard méprisant de Béatrice qui se replongea aussitôt dans son téléphone. Je montai lentement l'escalier, traînant les pieds, dès que je fus dans ma chambre, je me glissai vers la fenêtre comme une ombre. Julien marchait sur la terrasse, le haut-parleur activé, convaincu que sa mère à moitié folle, sourde ne percevait rien. Mais mon oui, stimulé par l'adrénaline, était plus acéré que jamais. Oui, tout se passe comme prévu, disait Julien d'un ton fanfaron. La vieille est finie. Elle vient de faire une crise de nerfs à cause d'un gâteau. Elle sent du brûlé partout. Son cerveau est en train de se décomposer. Vendredi, elle signe devant tout le monde. Un rire gras, cynique jaillit de l'appareil. Je ne reconnus pas la voix, l'intonation était celle d'un homme d'affaires sans scrupules. Excellent, les signes. L'essentiel est que les actifs soient propres. Ne t'inquiète pas, ricana Julien. Elle peut à peine tenir une cuillère. La reine des parfums est devenue une épave. Je l'ai brisée. C'était plus facile que prévu. Je serrai le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Brisée. Tu le penses vraiment, mon fils? Et pour le timing? Demanda la voix. Dès la signature, répondit Julien, ces mots suivants me firent arrêter le cœur. Les camions-citernes pourront arriver vendredi soir. Les entrepôts seront ouverts. Nous pomperons tout durant le week-end. L'intégralité du stock, précisa son interlocuteur. Il y a là des huiles qui ont vieilli 30 ans. On pourrait en tirer une fortune aux enchères. On s'en fiche de l'affinage, trancha Julien. J'ai besoin de liquidités immédiatement pour mes dettes de jeu et pour investir dans votre franchise. Pompez tout comme matière première technique. Videz les cuves. Lundi, nous commencerons à embouteiller votre brise de fraîcheur chimique. Je reculai de la fenêtre. Des camions-citernes. Ils ne vendaient pas seulement la société, ils voulaient anéantir le cœur de mon empire. Mes huiles précieuses, mes essences récoltées goutte à goutte durant des décennies. De l'huile de rose plus chère que l'or, du santal affiné depuis les années 90. Ils voulaient les évacuer comme des déchets industriels pour faire place à des substituts chimiques bon marché. Ce n'était pas une trahison. C'était un meurtre. Un meurtre de l'art, de la mémoire, de l'âme de ma maison. Ils voulaient jeter mon héritage à l'égout pour payer ses dettes de casino. Je m'assis sur mon tabouret de toilette. La peur s'était évaporée. Seule restait une rage glaciale. Il me pensait faible? Très bien. Vendredi, il allait découvrir ce qu'il en coûte de défier une créatrice qui n'a plus rien à perdre. La nuit suivante, quand la lune disparut derrière des nuages denses, je m'éclipsai par l'issue de secours du laboratoire. Je portais un manteau sombre, un foulard qui masquait mes traits. Dans mon sac, je transportais 2 pièces à conviction, l'ampoule trouvée au labo et l'échantillon de glaçage du gâteau. Je n'utilisais pas le portail principal. Je gagnai la petite poterne au fond du jardin qui menait à la forêt. Là, sur le chemin de terre, une vieille Jeep attendait, feu éteint. Gérard était au volant. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Il était mon principal fournisseur de matières premières rares, un homme capable de dénicher de l'ambre gris dans des réserves protégées, du bois de houde dans les zones les plus reculées. C'était le seul homme à qui je pouvais confier ma vie. Je m'installai sur le siège passager. Gérard alluma la faible lueur du plafonnier. « Clara !» Sa voix était rauque d'inquiétude. « Tu as l'air d'une revenante. Que s'est-il passé? Tu as dit que c'était une question de vie ou de mort. » « Pas seulement la vie, Gérard, » répondis-je en posant mes flacons sur le tableau de bord. « C'est une question d'honneur. Regarde-moi ça. » Il saisit l'ampoule, l'inspecta, puis sortit de la boîte à gants un petit analyseur portable, un outil rare coûteux utilisé dans notre métier pour tester la pureté des huiles sur le terrain. Il fit tomber une goutte de liquide sur le capteur. L'appareil émit un bip, des chiffres défilèrent. Gérard fronça les sourcils.
Ses épais sourcils gris se rejoignirent au-dessus de son nez. Ce n'est pas du parfum, Clara. C'est de la chimie industrielle lourde. Un neurobloquant de 3e génération. Développé par la firme Aromawelt. Je le savais, soufflai-je. Julien travaille avec eux. Ils veulent mon nom, mes flacons, ma réputation pour vendre leur soupe chimique au prix du luxe. Et Julien leur vend tout. Vendredi, ils veulent évacuer mes stocks d'huile. Gérard frappa le volant du poing. Tes huiles, l'iris de 85, ton absolu de jasmin de Grasse? C'est un sacrilège. Nous ne laisserons pas faire ça. J'ai besoin de toi, Gérard. Vendredi matin, avant la réunion du conseil, tu dois intervenir au dépôt avec tes hommes. Je me penchai vers lui exposer mon plan dans un murmure. Gérard écouta avec une attention totale, hochant la tête. Un feu de défi s'alluma dans ses yeux. C'est risqué, Clara. Très risqué. Si Julien vérifie, il ne vérifiera rien. Il est trop occupé à compter l'argent qu'il n'a pas encore. Il me prend pour une vieille folle gâteuse. Nous allons jouer là-dessus. Gérard serra ma main dans la sienne, rugueuse chaude. On le fera. Tes huiles seront en sécurité. Mais sois prudente. Ce garçon, c'est ton fils. Il a franchi une ligne de non-retour. Je rentrai au domaine aussi discrètement que j'en étais parti. Mais le sommeil me fuyait. Je descendis au laboratoire. Je devais préparer les accessoires de ma mise en scène pour le conseil. Ce ne serait pas une réunion, une performance. Et les accessoires devaient être parfaits. Je préparai 2 carafes de cristal absolument identiques, lourdes et gravées d'or. Dans la première, je versai de l'eau pure teintée avec un colorant alimentaire pour lui donner la couleur d'un cognac ambré. Ce serait l'eau destinée aux convives. Dans la seconde, je composai une substance, ce n'était pas un parfum. Je ne cherchais pas l'harmonie, la vérité brute. Je mélangeai la base, exactement le solvant industriel utilisé par Aromawelt. Une odeur âcre, agressive, qui faisait monter les larmes aux yeux. J'y ajoutai une dose massive de l'inhibiteur que Julien utilisait contre moi. Et enfin, la note de tête, une fragrance synthétique de brise marine, cette odeur de déterge bon marché qui sature les lieux publics. Le résultat était monstrueux. C'était l'incarnation olfactive de la trahison. Je scellai la carafe. Le liquide paraissait noble, scintillant sous la lampe comme un vieux parfum de collection. Mais à l'intérieur se cachait la fin de tout ce qui est vivant. Juste avant l'aube, je montai dans le bureau de Julien. Il dormait dans la chambre d'amis. Sa sacoche était posée sur le bureau, non verrouillée. Son arrogance le perdrait. Je fouillai ses dossiers, trouvai une chemise marquée rebranding et business plan. En feuilletant les pages, j'eus envie de hurler. Sur la première page, mon logo, une lettre V stylisée entrelacée de jasmin, mon symbole de qualité était barré d'un trait rouge grossier. À la page suivante se trouvait le nouveau design. C'était vulgaire, criard, des couleurs vert acide orange fluo, avec une police de caractère de supermarché, fraîcheur et propreté Valmont. Les croquis montraient mes flacons légendaires, ceux qui contenaient autrefois Nuit à Venise automne doré, désormais remplis d'un liquide vert fluo. Les étiquettes indiquaient « Nettoyant universel pour baignoire, élimine 99% des germes, déboucheur de canalisation, la puissance du parfum ». Mes larmes se tarirent. Quelque chose en moi s'était définitivement consumé. Il n'y avait plus de place pour la pitié maternelle. Julien ne vendait pas seulement l'entreprise. Il violait publiquement ma mémoire, transformait l'œuvre de ma vie en une risée mondiale. Il voulait que mon nom soit associé au chlore, aux déjections. Je refermai la sacoche, retournai devant le miroir du couloir. Ce n'était plus une femme fatiguée qui me regardait, une furie glaciale lucide. Tu voulais la fraîcheur, la propreté, Julien ? Murmurai-je à mon reflet. Tu vas avoir un nettoyage que tu n'oublieras jamais. Vendredi matin. Je revêtis mon plus beau tailleur. Pas de noir de deuil, de gris effacé. Je choisis un velours lit de vin profond, la couleur du pouvoir du sang. J'appliquai une goutte de mon véritable parfum sur mon poignet. Vengeance, une fragrance que je n'avais jamais commercialisée. Absinthe amère, acier froid et poivre noir. Julien m'attendait pour le petit déjeuner. Il était nerveux, consultant sa montre toutes les 30 secondes. « Tu es prête, maman ? La voiture est là. » « Bien sûr, mon chéri. »
Je suis prête à tout signer. L'essentiel est que tout cela finisse vite. Je pris mon panier dans lequel étaient emballées les 2 carafes. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il avec méfiance. Juste de l'eau et une petite infusion de plantes, éludai je. Au cas où je me sentirais mal durant la séance. Ma gorge est si sèche ces derniers temps? Il opina, désintéressé. Le trajet vers le siège social fut une agonie de silence. Je regardais Berlin défiler par la fenêtre, mémorisant chaque courbe. Je ne faisais pas mes adieux au monde, aux illusions sur ma propre descendance. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Je n'entrai pas en victime conduite à l'abattoir, en souveraine regagnant son trône. Mon tailleur tombait parfaitement. Mon dos était droit, mon menton levé. Julien tenta de me précéder pour ouvrir la porte, je l'avais déjà franchie. Autour de la table de bois sombre siégeaient 5 hommes en costume gris anthracite. C'étaient les émissaires de Chemiorb, les repreneurs. Des visages lisses, dénués d'expression, semblables aux produits synthétiques qu'ils fabriquaient. Julien se figea sur le seuil. Il s'attendait à me voir dans le vieux pull informe que Béatrice m'avait tendu le matin, voûtée tremblante. Ma prestance royale lui fit perdre pied pour une seconde. « Messieurs » commença Julien en se raclant la gorge. « Je vous présente ma mère. Elle a un bon jour aujourd'hui. Un moment de lucidité. Les médecins disent que cela arrive. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Elle confond les noms, elle oublie où elle est. » Il parlait de moi à la 3e personne, comme d'une armoire ancienne qu'il fallait évacuer avec précaution. « Nous comprenons » nota Klaus Bergmann, le chef de la délégation, avec un sourire condescendant. « Prenons place. Ne faisons pas durer. Le temps, c'est de l'argent. » Je m'assis en bout de table, les mains croisées devant moi. Julien étala les exemplaires du contrat. Devant moi, il posa la copie la plus épaisse et le fameux stylo d'argent. Bergmann commença son exposé, s'adressant exclusivement à Julien. Fusion, rachat d'actifs, maintien de la marque, de beaux mots pour désigner une destruction. Je restais muette. Je les observais, leurs visages luisants de cupidité, leurs montres onéreuses. Pour eux, je n'étais qu'un obstacle administratif, une formalité à rayer d'un trait de plume. Julien se pencha vers moi, une odeur de sueur de peur émanant de lui. « Maman !» murmura-t-il en pointant la ligne de signature. « Signe ici, nous rentrons. Je t'achèterai une glace. » Une glace. Il me pensait réellement retomber en enfance. Je levai lentement les yeux vers lui. Il n'avait plus ce voile de fatigue qu'il aimait y voir. « Ne me presse pas, mon fils, » dis-je d'un ton calme. « Je signerai. D'abord ?» Je marquai une pause. Le silence dans la salle devint total. Je souhaite respecter une tradition. Celle de la maison Valmont. À chaque fois qu'un nouveau partenaire entre dans notre cercle, nous procédons à un rituel symbolique. Julien leva les yeux au ciel. « Maman, arrête ça. Il n'y a pas de rituel. Elle invente tout, messieurs, c'est la sénilité. Il existe, Julien, tranchai-je avec une voix d'acier qui le fit taire. C'est l'épreuve du fondateur. Mon grand-père l'exigeait. Mon père le pratiquait. Et je ne romprai pas cette chaîne le jour où je confie l'œuvre de ma vie. » Je sortis mes 2 carafes, les petits verres de dégustation. Les directeurs de Chemiorb parurent déconcertés. C'étaient des financiers, des technologues, habitués aux chiffres, pas au mysticisme des vieux parfumeurs. « Est-ce une dégustation ?» demanda l'un d'eux. « Nous ne buvons pas pendant le service. »« Ce n'est pas pour boire, » souris-je froidement. « C'est pour le nez. Vous achetez une maison de parfum, messieurs. Vous devez prouver que vous comprenez la matière. » Je posai les carafes sur le bois poli. Le liquide miroitait. L'épreuve est simple. Avant que j'appose ma signature, je demande à M. Bergmann et à toi, Julien, mon successeur, de procéder à un test à l'aveugle pour identifier les notes majeures de cette fragrance. Julien parut soulagé. Il se croyait capable de bluffer. Il n'avait jamais mis les pieds dans un labo, il pensait que c'était facile. « C'est ridicule » grommela-t-il. « Mais si c'est le prix de votre signature ?» ?»« Très bien » acquiesça Bergmann en s'adossant à son fauteuil. « Si cela peut nous faire avancer, je me prête au jeu. J'ai une bonne constitution. » Je saisis la première carafe, celle contenant le mélange infernal de solvants, d'inhibiteurs de déterge bon marché.
J'imbibai des touches de papier, les leur tendis. Respirez profondément. Prenez votre temps. Quelle est l'âme de cette fragrance? Julien saisit la touche d'une main tremblante. Il l'approcha de son nez avec précaution, comme s'il s'attendait à recevoir un coup. Bergman fit de même avec une assurance feinte. Je retins mon souffle. C'est là que tout allait se jouer. Julien aspira l'air. Son visage resta impassible. Aucune réaction. Aucun signe de rejet face à l'odeur atroce d'un solvant qui aurait dû lui faire monter les larmes aux yeux. Bergman, lui, fronça les sourcils, simula une réflexion intense. Floral. Définitivement floral. Un peu sucré, peut-être? Je l'ai fixé. Un triomphe glacé m'envahit. Julien ne sentait rien. L'inhibiteur qu'il m'avait administré s'était manifestement retrouvé dans son propre organisme, peut-être par des microparticules sur ses mains, par inhalation accidentelle lors de la préparation de mon poison. Ou plus simplement, il mentait, tentait de deviner. Quant à Bergman, le patron du géant de la chimie, ses sinus étaient manifestement brûlés par les émanations de ses propres usines depuis des années. Il était incompétent. C'étaient deux aveugles dans le monde des odeurs. Et toi, Julien, lançai-je. Ta version. Julien déglutit, balaya la salle du regard. Rose et santal? Oui, définitivement du santal. Très classique. Le silence se fit pesant. Je reposai la carafe avec lenteur. Rose santal, répétai-je comme un écho. Intéressant. Je me levai. Mon visage ne reflétait plus aucune chaleur. J'étais Clara Valmont, la légende, venant de prendre des faussaires en flagrant délit. Monsieur Bergman, vous venez de qualifier de floral sucré l'odeur d'un solvant industriel de série S4 mélangé à un neurobloquant toxique. Et toi, Julien, tu y as trouvé du santal. Leurs visages se décomposèrent. Quoi? Balbutia Bergman. Quel solvant? Celui-là même que votre firme livre pour la fabrication des détergents, répliquai-je avec précision. Et cet inhibiteur, c'est celui avec lequel mon propre fils m'empoisonne depuis 2 semaines pour me forcer à signer ce contrat. Un cri d'effroi parcourut l'assemblée. Julien bondit de son siège. Elle divague. Elle est folle. Appelez la sécurité. Assieds-toi, aboyai-je. Ma voix claqua comme un fouet. Julien retomba sur sa chaise sous le choc. Vous avez échoué à l'épreuve, messieurs. Vous avez prouvé que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous achetez. Mais le plus risible reste à venir. Je me penchai sur la table, fixant Bergman droit dans les yeux. Vous vous apprêtez à acheter une coquille vide. Vous pensez acquérir des stocks d'huile inestimables. Vous pensez que vendredi soir, vos camions-citernes emporteront lors de la maison Valmont? Je ris, d'un rire bref tranchant. Vous faites erreur. Que voulez-vous dire? La voix de Bergman vacilla. Il y a 3 nuits de cela, poursuivis-je en me redressant, les camions de mon vieil associé Gérard ont évacué l'intégralité des stocks du dépôt principal. Chaque goutte de jasmin, chaque gramme d'absolu d'iris. Julien devint livide. Quoi? C'est impossible. La sécurité, j'ai vérifié les rapports. La sécurité travaille pour moi, Julien. Il travaille pour la maison Valmont, pas pour un traître. À l'heure actuelle, mes huiles sont en sécurité dans un bunker climatisé dont seul Gérard, moi connaissons l'emplacement. Je me tournai vers les représentants de Chemiorb. Et savez-vous ce qui reste dans vos entrepôts? Des fûts remplis d'eau colorée, parfumés à la fraîcheur des Alpes achetés au supermarché du coin. C'est ce que vous allez pomper ce week-end, messieurs. De l'eau. De l'eau très chère dans de jolis bidons. Vous pouvez acheter les murs, vous n'aurez jamais l'âme de Valmont. Bergman se leva, le visage pourpre de rage. Il projeta le dossier du contrat sur la table. C'est une escroquerie, hurla-t-il en pointant Julien. Vous nous avez garanti que les actifs étaient là. Julien restait prostré, ses yeux emplis d'une terreur animale. Maman, tu nous as ruinés, ce sont des millions. Je ne vous ai pas ruiné, Julien. Je nous ai sauvés. J'ai sauvé mon nom. Je ne permettrai jamais que l'on mette mon sceau sur vos poisons chimiques. Alors crève avec ton travail, éructa Julien en bondissant. Le masque du fil dévoué tomba définitivement. Qui a besoin de tes huiles puantes? Le monde veut de la chimie, du pas cher, du rapide.
Tu es une vieille folle coincée dans le siècle dernier. Il saisit un presse-papier massif sur la table, fit mine de le lancer, les gardes du corps de Bergman s'interposèrent. Vous nous avez trompés, Lessing, dit Bergman d'un ton glacial. Le contrat est nul. Vous nous avez vendu du vent. Je ne savais pas, cria Julien. Elle a tout orchestré. Elle simulait. Elle a menti. Menti, repris-je. Et qui a versé de l'inhibiteur dans mon vin? Qui se moquait de moi au restaurant en m'imitant? Qui négociait dans mon dos avec Aroma Welt? Je sortis une petite télécommande de ma poche. Vous pensez que je n'ai aucune preuve? Que ce ne sont que les divagations d'une vieille dame? Je pressai un bouton. Des haut-parleurs dissimulés dans le plafond jaillit la voix de Julien, claire arrogante. Elle croit que c'est l'âge, la vieille, encore quelques doses elle oubliera l'odeur d'une rose. Puis le rire de Béatrice. Le silence dans la salle fut tel que l'on pouvait entendre les pulsations du projecteur. Julien recula contre le mur, les yeux exorbités. C'est un montage. C'est de l'IA. Ce sont les images du Schloss Hotel, Julien. Et j'ai les résultats des analyses de mon propre sang, la fiole portant votre logo, monsieur Bergman, trouvée dans les affaires de mon fils. Bergman devint encore plus pâle. Il comprit que ce n'était plus une affaire de contrat rompu, un scandale qui briserait la réputation de Chemiorbe pour toujours. Une firme qui empoisonne ses concurrents. Nous n'avons rien à voir avec cela, dit-il précipitamment en ramassant ses dossiers. Ce sont des querelles familiales. Nous ignorions l'usage de nos échantillons. L'affaire est enterrée. Restez où vous êtes, aboya Julien en se jetant devant les portes. Vous ne pouvez pas partir. Vous m'avez promis l'argent. J'en ai besoin. Il était pathétique. Pitoyable. À cet instant, les portes s'ouvrirent avec fracas. Non pas des secrétaires portant le café, des hommes en uniforme. La police de Berlin. Et en tête de file, mon fidèle Gérard. Monsieur Julien Durand, demanda le commissaire. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, abus de faiblesse sur une personne vulnérable. Julien se figea. Son regard passa de la haine à une incompréhension enfantine. Tu as appelé la police? Pour ton propre fils? Je n'ai plus de fils, répondis-je. Ma voix ne trembla pas, malgré mon cœur en lambeaux. Mon fils est mort au moment où il a choisi de verser du poison dans mon verre. Tu n'es plus qu'un étranger qui a tenté de me voler ma vie. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un cliquetis sec. Julien fut emmené sans un regard en arrière. Bergman, sa suite furent également conduits pour interrogatoire concernant la provenance des substances chimiques. Le calme revint lentement dans la salle, imprégné de l'odeur de mon mélange toxique. Le parfum de la trahison. L'adrénaline qui m'avait porté commença à refluer, laissant place à une fatigue immense. Mais je ne m'effondrai pas. Gérard s'approcha, posa sa main sur mon épaule. Clara, comment te sens-tu? Comme si on m'avait arraché la peau, Gérard. Mais l'âme est sauve. Tu as sauvé le plus important, affirma-t-il. La maison Valmont est intacte. Et la peau, elle finit toujours par repousser. Je regardai le contrat ruiné au sol, la flaque d'eau. Commissaire, demandai-je, quand pourrai-je récupérer mes stocks mis sous séquestre pour preuve? Je dois travailler. Le policier parut surpris. Madame Valmont, votre fils vient d'être arrêté. Vous devriez vous reposer. Faire une cure. Je souris. C'était le même refrain que Julien Béatrice. Le repos est pour ceux qui ont fini leur route, dis-je en ajustant mon tailleur. Moi, je viens de libérer un poste de maître parfumeur, je dois m'assurer de l'intégrité de mon iris. Il craint l'humidité. 6 mois ont passé. C'est un battement de cils pour l'éternité, une éternité pour un parfum. Le scandale a fait la une de tous les journaux. La maison Valmont n'a pas sombré. Au contraire, elle est devenue le symbole de la résilience. Mes flacons s'arrachent, non plus seulement pour leur fragrance, pour la légende de la femme qui ne s'est pas brisée. Le soleil matinal caresse les tilleuls de mon jardin. Je porte un tablier de lin simple. Mes mains sont tachées de terre, je suis profondément heureuse. Je marche entre les rangées de jasmin, effleurant les bourgeons qui s'apprêtent à éclore. Ne te presse pas, dis-je doucement en m'arrêtant devant un buisson. Regarde, Léa. Ce bourgeon est légèrement jaunâtre à la base. Vois-tu? À mes côtés,
Vêtue d'un tablier similaire, Léa se penche. En 6 mois, elle a changé. La posture soumise de la serveuse a disparu, remplacée par une curiosité vibrante. Je le vois, Madame Valmont. Est-ce un signe de maturité excessive? Non, souris-je. Cela signifie qu'il contient plus d'indole, une note animale profonde. Si on le cueille maintenant, il donnera au parfum une sensualité charnelle. La parfumerie est un équilibre entre le pur et l'impur, entre le ciel et la terre. Léa cueille la fleur avec précaution, la porte à son nez. Elle ferme les yeux. Du miel amer, et un peu de goudron mouillé, murmure-t-elle. Je ris. Excellent. Le goudron mouillé, c'est l'ozone. Tu commences à entendre le monde, Léa. Je la regarde, je vois l'avenir. Léa n'a pas mon nom, elle a ce que Julien n'a jamais eu, une conscience innée. Je lui apprendrai tout. Julien a été condamné à 7 ans de prison. Je n'ai pas assisté au verdict. Béatrice a demandé le divorce une semaine après l'arrestation, tentant de récupérer une part du patrimoine, mes avocats l'ont réduite en pièces. Elle est retournée dans l'ombre de sa province d'origine, sans un centime. Je retourne à mon établi. Là, trône un flacon de verre pur, sans étiquette or. Juste une forme parfaite. À l'intérieur scintille un liquide de la couleur de l'aube. C'est lui? Demande Léa avec révérence. Oui. L'ultime échantillon. Clarté. C'est mon parfum de confession. J'y ai mêlé l'absinthe de la solitude, le poivre de la trahison, au cœur, j'ai placé ce jasmin cueilli à l'aube, symbole d'un nouveau jour. Je dépose une goutte sur mon poignet, la tends à Léa. Alors. Elle inspire, ses yeux s'agrandissent. C'est comme un verre d'eau glacée en pleine canicule. C'est comme, la vérité, Madame Valmont. C'est tranchant, c'est vital. Précisément, dis-je. La vérité est amère, elle guérit. Je me tourne vers mon bureau. Là se trouve une photo de Julien enfant, dans un cadre d'argent. Je la regarde une seconde, puis je retourne le cadre face contre la table. À côté gît la procuration que je n'ai jamais signée. J'allume un briquet. La flamme danse, puis dévore le papier, léchant les sceaux, les mots de renoncement. Je jette les cendres dans le cendrier de cristal. Madame Valmont, demande Léa à voix basse. Ne regrettez-vous rien? Que l'héritage ne se transmette pas par le sang. Je regarde mes mains tachées de terre, puis les yeux brillants de ma disciple. Le sang est un liquide biologique, Léa. Parfois, il est vicié. Le véritable héritage est celui de l'esprit. Et il est là, dans cette pièce, en toi, dans ce flacon. Je suis libre, Léa. Et je commence enfin à vivre. C'est mon histoire, mes amis. Une histoire sur la trahison des plus proches, aussi sur la force de l'âme, le courage de recommencer, même quand tout semble s'effondrer. Clara Valmont a traversé l'enfer créé par son propre fils, elle en est ressortie victorieuse. Mais dites-moi, en toute honnêteté, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force de livrer votre propre sang à la justice, sachant que cela briserait sa vie pour toujours? Ou le cœur d'une mère aurait-il faibli, cherchant à pardonner l'impardonnable? J'attends vos réflexions en commentaire. Certains diront que j'ai été cruel. D'autres, que j'ai simplement été juste. De quel côté pencherez-vous? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve bientôt pour un nouveau récit.